nous allons parler plutôt économie, puisque nous allons parler des dernières mesures prises par la Banque centrale égyptienne. On parle de la livre égyptienne qui a été dévaluée et ainsi, et plutôt aussi et donc, on va aussi parler en fait des livres ou plutôt des certificats lancés en devises étrangères, que ce soit en dollars ou en euros pour les Égyptiens qui vivent à l'étranger, les expatriés donc égyptiens. Mais on commence tout de suite avec un rappel, en bref, des principales nouvelles de l'actualité, puisque le ministère de l'Intérieur égyptien a revu à la hausse le bilan de l'attaque meurtrière qui a visé la police hier dans la péninsule du Sinaï. La police a précisé que 15 policiers ont été tués dans l'assaut revendiqué par le groupe terroriste Daesh. Je vous rappelle que l'attaque a visé un poste de contrôle près de l'Arish, chef-lieu du nord Sinaï. On passe tout de suite en Irak où le dignitaire chiite Muqtada Sadr revient sur le devant de la scène en faisant descendre des milliers de partisans dans la rue pour faire pression sur le pouvoir dans la lutte anti-corruption. Donc cette mobilisation a pris de l'ampleur avec la tenue depuis vendredi d'un sit-in d'une durée illimitée aux portes de la zone verte à Bagdad où se concentrent les hautes institutions, ou plutôt les hautes institutions de l'État et de nombreuses ambassades. La police turque a dispersé sans ménagement ce dimanche à Istanbul des centaines de personnes qui voulaient célébrer le nouvel an kurde malgré une interdiction de rassemblement du gouverneur local. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées selon les médias locaux. Et on termine avec les équipes de secours qui ont fait place aux enquêteurs aujourd'hui sur le site du crash du Boeing de Fly Dubai et qui a fait 62 morts dans la nuit de vendredi à samedi à l'aéroport de Rostov-sur-le-Don dans le sud de la Russie. Tout de suite, donc, on passe à notre émission et on commence en fait avec un commentaire sur les célébrations du 27e anniversaire de la récupération de tabac dans la péninsule du Sinaï. Hier, l'Égypte a célébré ce 27e anniversaire. Je vous rappelle donc que hier, le 19 mars en général, certainement, l'Égypte célèbre la récupération de tabac, le dernier terrain rendu en 1989 à l'Égypte dans le cadre du traité de paix égypto-israélien, après qu'une commission internationale eut statué plutôt sur la position de tabac par rapport à la frontière. Je vous laisse tout de suite avec ce commentaire signé Dalia Karam et on se retrouve juste après. La décision a longtemps été attendue. La Banque centrale d'Égypte, la BCE, a procédé à une dévaluation de la livre égyptienne lundi dernier par un lancement exceptionnel de 200 millions de dollars au prix de 8,85 livres égyptiennes le dollar destiné aux banques. Celles-ci, à leur tour, ont vendu le dollar à 8,95 livres égyptiennes, soit une hausse de 13%. La BCE a de plus décidé de lancer à travers les deux banques publiques, Al-Ahli et Misr, des certificats en livres égyptiennes à un taux d'intérêt de 15%. Alors, le maximum proposé était jusque-là de 12,5% pour encourager les dépôts en livres égyptiennes. Une offre disponible pour 2 mois à compter de lundi dernier. De même, le gouvernement a décidé de figer le prix du dollar et de l'euro pour les détenteurs de bons du trésor et d'obligations afin de les protéger des fluctuations. Ces mesures visent la stabilité du marché d'échange en Égypte, l'installation d'un climat encourageant les investissements et la relance de l'économie, expliquait lundi dernier Tarek Amer, gouverneur de la Banque centrale égyptienne. Dans un communiqué suite à ces décisions, il ajoute l'Égypte a affronté plusieurs défis ces derniers temps avec la baisse du tourisme, des exportations, des transferts des expatriés, de l'investissement. Bref, toutes les ressources procurant des devises étrangères. Le marché noir et les spéculations ont également aggravé la situation. La BCE a donc dû intervenir pour contrôler le marché et a décidé d'adopter une politique plus flexible en orientant le taux de change. Nous visons 25 milliards de dollars de réserves fin 2016,
comme l'a affirmé le gouverneur de la Banque centrale égyptienne. Mercredi dernier, la BCE a de plus décidé de supprimer le plafond des dépôts en dollars pour les particuliers. Depuis février 2015, un plafond quotidien de 10 000 livres égyptiennes et 50 000 livres égyptiennes mensuelles était appliqué. Même chose pour les entreprises. La BCE était intervenue début février une première fois pour le faire passer à 250 000 livres égyptiennes pour les entreprises et à 1 million de dollars 2 semaines après. Malgré les diverses interventions précédentes de la BCE pour stabiliser le dollar, le marché noir a persisté. La semaine dernière, le dollar, face à la livre égyptienne, avait enregistré un record de 10,5 livres égyptiennes. Mais suite à l'annulation du plafond des dépôts pour les entreprises et les particuliers, elle a réussi une partie de sa mission. Le prix du dollar s'est changé dimanche dernier à 8,97 livres égyptiennes. Avec cette dévaluation décidée par la BCE, nous pourrons dire que le marché noir disparaîtra soudainement, annoncent les experts économiques. Les hommes d'affaires, les banques d'investissement et les institutions monétaires qui avaient longtemps plaidé pour une dévaluation de la livre égyptienne ont aussi applaudi la décision. Les mesures de la BCE la semaine dernière envoient un message de confiance aux investisseurs car le problème réel résidait dans le manque de dollars et pas dans son prix. Les hommes d'affaires n'ont pas de problème avec le dollar cher, ils ont un problème avec le manque de dollars car cela implique la paralysie de leurs activités. Les économistes voient dans la dévaluation de la livre égyptienne une très bonne étape vers le retour de la confiance. Par cette décision, le gouvernement, au moment voulu, pourra s'adresser au Fonds monétaire international pour demander un prêt. Il a ainsi adopté toutes les réformes nécessaires. Le fantôme de la pénurie de dollars n'est plus là. Les investisseurs ne seront plus inquiets du manque de dollars. Selon des experts économiques, nous assisterons à un début de relance économique dès le mois d'avril. Voilà, en fait, c'était pas un commentaire sur le 27e anniversaire de la récupération de tabac, un commentaire que nous allons voir tout à l'heure, que nous allons vous proposer tout à l'heure. C'était un petit problème technique et c'était plutôt un commentaire sur le sujet débat de cette édition de direct de ce soir. Comme je viens de vous le dire, nous allons parler économie, nous allons parler de la dévaluation de la livre égyptienne et c'était justement un commentaire sur ce dossier. Et justement pour plus de détails et d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le Dr Amr Hamed, professeur d'économie à l'Académie maritime. Dr Hamed, bonsoir. 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 Tout d'abord, une mesure tant demandée par les spécialistes et tous ceux qui travaillent peut-être dans le domaine des finances et de l'économie. Comment voyez-vous cette mesure? On parle de la dévaluation de la livre égyptienne. L'évaluation de la livre égyptienne à propos des mesures qui ont été prises par la Banque centrale de l'Égypte sont très bons jusqu'à maintenant. Mais la grande question, c'est quelle est la source des dollars? Parce que jusqu'à maintenant, comme vous le savez, la Banque centrale a dépensé 1,5 milliard de dollars, et puis un autre 1,5 milliard, et puis 500 millions et 500 millions. Il a mis de 500 puis 200 millions. Voilà. La question voilà. Maintenant, d'où vient ce dollar? La source. Quelle est la source de ce dollar? Ça, c'est une question qui n'est pas très transparente de la part de la Banque centrale. D'accord. Et à quoi ça sert de savoir la source? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a par rapport à la situation économique, à cette mesure, l'impact aussi sur l'économie du pays? C'est très important de savoir que le peuple sache d'où vient ces dollars. Parce que jusqu'à maintenant, on ne sache pas d'où vient. Parce que pour les quelques mois passés, le gouvernement a déclaré qu'on n'a pas, que les réserves ne sont pas suffisantes pour tous ce que le gouvernement a besoin. Et maintenant, la question, c'est on doit déclarer les sources de dollars. Ça, c'est très important. Jusqu'à maintenant, on ne sache pas.
Très bien. Peut-être que c'est un détail un peu qui peut ne pas intéresser tout le monde. Peut-être les spécialistes peuvent nous donner une réponse si ça n'a pas été déclaré de la part du gouvernement. Du Banque centrale, pas du gouvernement. Ça de doit la Banque être centrale. déclaré par le gouverneur du Banque centrale. Très bien. Il doit sortir et nous dire d'où viennent tous ces dollars-là. D'accord. Si c'est pas la seule question, est-ce que par rapport aussi à l'économie en général, voilà, ça c'est une question, mais donc à part cette question, peut-être qui va intéresser les spécialistes, mais pour l'économie du pays, pour son impact aussi, l'impact de ces mesures sur le quotidien des Égyptiens, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de ça? Il y a ici trois mesures économiques qui peuvent nous donner une idée de où va l'économie égyptienne. Premièrement, la valeur du livre égyptien, qu'on le sache très bien, le livre égyptien a perdu à peu près 20 ou 25% de sa valeur pendant les quelques semaines passées. Et j'espère vraiment que ça ne va pas se réduire en plus. Ça, c'est la première mesure, la valeur du livre égyptien. La seconde mesure, c'est la différence entre les pauvres et les riches. Et ça a augmenté. Et ça aussi, c'est une question qui est très, disons, critique. Et la troisième mesure qui est aussi très importante, c'est le prix des marchandises en général. Et on sache très bien que les prix des marchandises bases ont augmenté. Alors, je crois que c'est pour cela qu'il y aura un changement du gouvernement, du cabinet, je veux dire, ministériel pendant les 48 heures qui viennent. Et j'espère que ce changement va toucher les ministères économiques et peut-être d'investissement, de planification. D'accord. Pour quelle raison exactement? Parce qu'on n'a pas pu vraiment contrôler les marchés, c'est ça, ou pour une autre raison? Bien sûr, ça c'est une raison, mais le plus important, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas un plan. Il n'y a pas une stratégie économique claire qui est déclarée pour le peuple. Ça, c'est très important. Mais pour le contrôle des marchés, c'est-à-dire le prix des marchandises proposées, certainement avec une dévaluation de la livre égyptienne, le dollar a gagné 1,13%, si ce n'est pas un peu plus, ou 13%, c'était très normal que le coût du quotidien va augmenter, quelles que soient les mesures prises, c'est-à-dire, est-ce que c'est correct ou non? Bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Puisqu'on exporte la plupart de nos besoins. Mais pour les citoyens normaux, pour les citoyens, disons, un peu pauvres, ça coûte plus cher maintenant. Même si ça coûte le même prix en livre égyptien, mais il faut en même temps le mesurer en dollars. D'accord. Vous avez mentionné le citoyen normal, ou peut-être vous voulez dire moyen. Et dans le deuxième point, vous avez aussi parlé d'un certain écart entre les plus pauvres et les plus riches. Est-ce que vous pouvez nous donner une image de la société égyptienne? On est composé, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez diviser la société en tranches? Qui sont les plus pauvres? Et ils doivent toucher combien par mois, par exemple? Et la classe moyenne et les plus riches, c'est-à-dire qui va être affecté et qui ne va pas l'être? Mais j'ai avec moi maintenant un ami que je peux lui demander qu'est-ce que vous pensez, تفتكر ايه السالري بالنسبه مثل غالبا 1500, ils ont 1500 livres égyptiens pour les pauvres. Pour les pauvres de vivre, on a besoin de 1500 livres égyptiens. Pour les familles moyennes, on parle de 3000, 4000 par mois, au minimum. 3000, 4000 par mois? Oui, je veux dire les moyens maintenant. Mais si vous parlez des pauvres, on parle de 1500 au moins. D'accord. Et avec 3-4 000 livres égyptiennes qui doivent donc viser la classe moyenne, c'est suffisant. Mais qu'est-ce que c'est 3 000 ou 4 000? On parle de $300 ou $400, bien sûr. D'accord. N'est-ce pas? Alors, pour une famille moyenne, je crois que c'est pas même très suffisant. Mais encore une fois, je veux dire quelque chose. Ce qui est très important maintenant, c'est de fortifier le livre égyptien.
Ça, c'est très important. Parce que ce que le gouvernement, ce que la Banque centrale est intéressée est de comment trouver du dollar. Mais la question, c'est pas comment trouver du dollar. La question, c'est comment fortifier le livre égyptien. Ça, c'est très important. D'accord. Certainement, on va donc essayer de parler de ce point ce soir. Mais selon vous, comment est-ce qu'on peut donner plus de valeur à la livre égyptienne, sinon pas la production? Ça doit prendre combien de temps pour avoir une production égyptienne? La production, les exports, payer tout en livre égyptien. Et moi, je parlais dans plusieurs programmes. Il faut, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi jusqu'à maintenant le gouvernement égyptien ne prend pas l'eau du canal de Suez en livre égyptien. Ça, c'est très important. D'accord. Justement pour émettre peut-être plus de devises étrangères dans les banques et un petit peu contourner ce problème. Donc, je vous remercie infiniment, Dr Amr Hamed. Vous êtes professeur d'économie à l'Académie maritime. Merci beaucoup de vos précisions. Donc, nous allons continuer justement avec ce même dossier dans la partie débat. Donc, mais je vous laisse tout de suite avec ce commentaire qui devait être consacré au 27e anniversaire de la récupération de Taba. Hier, le 19 mars, c'est la date de cet anniversaire. Je vous rappelle que ce terrain a été rendu enfin à l'Égypte en 1989, dans le cadre du traité de paix israélo-égyptien. Je vous laisse encore une fois avec ce commentaire signé d'Alia Kalam. Juste après, nous allons continuer sur le même dossier, le même sujet. Donc, nous allons continuer de parler économie. À tout de suite. Le 25 avril 1982, l'Égypte a récupéré la péninsule du Sinaï après 15 ans d'occupation israélienne, à part la petite enclave de Taba. Taba a été restitué à l'Égypte le 19 mars 1989 à la suite d'un arbitrage international. Les troupes israéliennes l'ont occupé en 1966 et l'ont évacué après le rétablissement par l'ONU de la ligne d'armistice de 1949. Taba est un village égyptien près de l'extrémité nord du golfe d'Aqaba et de la frontière israélienne. La fonction première de Taba est aujourd'hui d'être un point de passage pour les voyageurs vers ou en provenance d'Israël. Israël a réoccupé le Sinaï en juin 1967 et les troupes égyptiennes y ont pénétré en octobre 1973 après de durs combats. Le Sinaï a été entièrement récupéré par l'Égypte en 1982 conformément au traité de paix de 1979 de Camp David, signé sous le parrainage du président américain Jimmy Carter entre Anwar Sadat et Menahem Begin côté israélien. Le Sinaï, dont la surface est de 61 000 km², est le trait d'union entre le Maghreb arabe et l'Europe d'une part, et entre l'Égypte et le Maghreb de l'autre. Cette péninsule tire son importance aussi bien pour son histoire que pour sa position géographique. Bonsoir, c'était donc le 27e anniversaire de la récupération de Taba et justement pour parler non seulement de Taba mais aussi de la situation dans le Sinaï, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Monsieur le général Saïd Fakri, vous êtes général de police, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, est-ce que vous avez un mot à dire concernant l'anniversaire de Taba avant de passer à l'attentat d'hier dans le Sinaï? Oui, bien sûr, je dois dire dès le début, présenter nos félicitations à notre gouvernement ainsi qu'à notre président de la République. Et le problème de Taba revient au début, après la fin de la guerre de 1973. Donc les Israéliens ont occupé l'endroit. Oui. Bien sûr, ils l'ont occupé. Monsieur le général, je ne vous entends pas très bien. Je pense qu'on a un petit problème technique. Est-ce que vous pouvez répéter? Et je répète une fois en disant qu'après la guerre de 1973, dans les forces égyptiennes et l'Égypte ainsi que le monde arabe, avec la collaboration, il y a cette loi.
Je ne suis pas certaine que je puisse vous écouter comme il faut. Pour le certain juré. Puis, il y a eu un conflit qui a demeuré à peu près 9 ans à partir de 82, de 7 ans, et qui a duré à peu près 7 ans à partir de 82 jusqu'à 89. Bien sûr, les grands responsables égyptiens ainsi que les membres juridiques, avec la collaboration aussi des diplomates égyptiens, se sont réunis. Ils ont préparé un dossier qui a été déjà présenté envers les Nations Unies ainsi que toutes les organisations mondiales, en précisant que ces territoires de Taba, qui représentent 1,2 km, fait part du territoire égyptien et que les forces israéliennes ont occupé cet endroit-là et qu'ils devaient le laisser. Après la fin de 7 ans, nous avons réussi à récupérer cette place-là de Taba à partir de 89. Très bien. Très bien. Donc, on parle surtout du rôle de la diplomatie égyptienne, justement, dans ce dossier. Mais là, il faut aussi rappeler qu'hier, un attentat terroriste, justement, à cette même date de l'anniversaire, qui précise l'anniversaire de la récupération de Taba, une attaque meurtrière a eu lieu dans un poste de police un poste de contrôle plutôt près de l'Arish. On voit que le ministère de l'Intérieur a revu à la hausse le bilan de cette attaque, précisant que 15 policiers ont été tués dans cet assaut revendiqué par Daesh. Donc la guerre continue dans les Sinaï. Je tiens à dire quelque chose de très important, si vous me permettez, que le territoire de Sinaï est un territoire très très grand, très vaste, très énorme en même temps. Bien sûr, nous avons assez de forces sur cet endroit-là, mais les forces ne sont pas assez suffisantes afin qu'ils puissent occuper ou sauvegarder tout le territoire. Oui. Nous sommes dans un conflit avec le terrorisme en général. Ce phénomène-là ne se terminera actuellement très, très récemment. Ça va durer quelques mois aussi. Pourquoi ? Vraiment, nous sommes dans une vraie guerre qui se trouve dans le territoire du Sinaï, avec des différents groupes, quel que soit Daesh, quel que soit Al-Qaïda, El-Nusra, Hamas. Il y a beaucoup de nominations. Ce qui ne m'intéresse pas, ces nominations. Ce qui m'intéresse, c'est de défendre notre patrie et notre territoire égyptien. Bien sûr, ils ont profité de cette occasion-là et ils ont commis cet attentat contre ces pauvres 15 personnes. Il y en a aussi quelques-uns parmi eux, d'autres blessés qui sont entre 23 et 24 personnes blessées, plus les 15 qui sont déjà morts. Ce qui mène toujours à dire qu'il faut prendre des mesures de sécurité très précises, très profondes, surtout pendant les prochaines semaines. Ils profitent toujours, ces terroristes-là, de n'importe quelle occasion. Au lieu que le peuple égyptien puisse féliciter et se contenter de tous les progrès qu'il a pu faire, non, de leur part ou de leur point de vue, ils essayent de commettre des bêtises et des accrochages pendant ces jours-là. Ce sont des jours de fête, de fériés. Ils veulent dire que voilà, nous sommes sur place. Monsieur le général, je dois aussi préciser que 3 officiers font partie des victimes, alors que 5 assaillants ont été tués dans des accrochages qui ont eu lieu après l'attaque près de ce point de contrôle aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis des mois. Et vous aussi, vous parlez de je ne sais pas comment dire, mais qu'il faut être plus vigilant au cours des prochains mois. Est-ce que vous insistez sur le fait qu'il s'agit d'une guerre de longue haleine? Oui, bien sûr, nous sommes dans une guerre. Actuellement, nous sommes dans une vraie guerre et une grande bataille avec ce terrorisme-là. Mais je dois dire quelque chose, c'est que quand nous sommes en guerre,
Vous connaissiez bien votre ennemi qui est devant vous, qui est en train de tirer contre vous, et vous êtes en train de défendre. Mais à cause de ces différentes troupes-là, et tous ces groupes-là, vous ne connaissiez jamais de quel côté vous auriez l'attaque. De droite à gauche, devant, arrière, de l'est, de l'ouest. Ils essaient de profiter, de nous frapper par tous les différents endroits. Je vous remercie infiniment, Général Saïd Fathi. Je rappelle que vous êtes général de police. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, on retourne à notre dossier, le sujet de ce soir. On va continuer donc économie. Cette fois-ci, je vais vous laisser avec un commentaire sur une des mesures prises par la Banque centrale. Nous allons plus particulièrement parler des certificats lancés, que ce soit en dollars ou prévus aussi en euros. Je vous rappelle donc que le ministère de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger a émis en coopération avec la Banque centrale d'Égypte des certificats d'épargne en dollars destinés aux expatriés. Selon le ministère, la ministre Nabila Makram, cette initiative vise à faire face à la pénurie de devises. Je vous laisse avec son commentaire signé Dalia Kalam. On se retrouve juste après. Les certificats d'épargne en dollars destinés aux expatriés vont encourager les Égyptiens à investir en Égypte en devises étrangères. Le ministère de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger a émis en coopération avec la Banque centrale d'Égypte, la BCE, ces certificats pour faire face à la pénurie de devises et faire bouger l'économie. Tout d'abord, ces certificats qui portent le nom de Beladi ou Ma Patrie sont garantis par la Banque centrale d'Égypte, ce qui donne à ces placements une forme institutionnelle. Le ministère de l'Immigration a travaillé avec une équipe d'experts de la BCE et des 3 banques nationales qui délivreront ces certificats, à savoir la Banque Misr, la Banque nationale d'Égypte et la Banque du Caire. Selon la ministre de l'Immigration, on a tout fait pour attirer cette tranche de la population, les résidents à l'étranger en leur offrant le plus haut taux d'intérêt en dollars du marché mondial. Ce taux est de 3,5% pour les certificats d'1 an, de 4,5% pour les certificats de 3 ans et de 5,5% pour ceux de 5 ans. La vente de ces certificats, dont la valeur minimale est de $100, se fera à travers les sites électroniques des 3 banques. Une série de mesures ont été mises en place pour faciliter la récupération de la valeur de ces épargnes en dollars et non en livres égyptiennes. D'ailleurs, ce sont les banques qui assumeront les coûts de l'émission de ces certificats et non pas les clients. C'est donc un gagnant-gagnant pour tout le monde, comme l'a souligné la ministre de l'Immigration. Car d'une part, cette idée permettra de résoudre la crise actuelle du dollar et le manque de devises étrangères dans les banques égyptiennes. Et d'autre part, elle incitera les Égyptiens résidant à l'étranger à renforcer leurs liens avec leur pays natal. Le ministère de l'Immigration, toujours en coopération avec la BCE, envisage aussi de lancer d'autres certificats en euros qui conviennent à tous les budgets. La ministre de l'Immigration entend aussi se rendre dans les pays africains pour proposer aux ressortissants égyptiens qui résident dans ces pays des certificats d'investissement. Cela servira également, selon elle, à nous rapprocher de ces pays. C'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, et c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement mieux que moi. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. LTV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour les reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Info,
débat ou analyse, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Bonsoir, on continue donc avec ce même dossier, l'économie, la dévaluation de la livre égyptienne, une mesure donc jugée très importante par tous les spécialistes et certainement par l'État. Nous avons donc le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Chéline Seb. Bonsoir Dr Chéline Seb. Vous travaillez dans le domaine des affaires, vous êtes aussi spécialiste dans les ressources humaines. C'est ça, donc on commence avec le domaine des affaires et comment avez-vous trouvé ces mesures prises par la Banque centrale égyptienne? Par la Banque centrale égyptienne, on parle de la dévaluation de la livre égyptienne et donc la devise étrangère qui a gagné un peu plus de 13%. On ne travaille pas. Personne ne travaille. Franchement, si c'est ça mon affaire, l'éducation technique. Vous comprenez, il y a plein des usines en Égypte qui n'ont pas des... L'entraînement technique? Oui, l'entraînement technique. Comment enseigner, faire enseignement technique pour les étudiants. L'idée en Égypte, on a beaucoup des usines et on a beaucoup de propriétaires des usines qui ne savent pas comment opérer leurs facteurs à cause des main-d'œuvre. Il n'y a pas de main-d'œuvre qui veulent travailler. Il n'y a pas, ou la main-d'œuvre n'est pas assez formée, c'est-à-dire la formation, comment former les ouvriers ou comment les trouver. Ok, excusez-moi, il y a déjà des gens qui sont déjà formés, mais ils ne sont pas disciplinés pour travailler. Ça, c'est l'idée. C'est pour cela que je dis toujours que dans l'éducation, durant l'éducation primaire, il faut savoir la valeur du travail. Si tu saches la valeur du travail dès l'enfance, tu auras la formation de travail. D'accord. Alors c'est pour cela quand on fait quand on a des enseignantes qui essayent à entraîner les garçons ou même les filles, ils ne savent pas la valeur du travail. Et on a commencé à mettre en place tout un système d'enseignement technique, n'est-ce pas? C'est-à-dire ça a été lancé il y a un an et demi, si je ne me trompe pas. Je crois ça. Mais moi, je ne travaille pas avec le gouvernement. Je le fasse individuellement, parmi des NGO ou parmi des affaires privées. Mais d'après le gouvernement, c'est pas facile. Parce que même moi, c'est mon propre opinion, que le gouvernement ne le fasse pas comme il faut. Il ne sache pas quelle est la route. C'est tout un processus là aussi, il faut dire. Exactement, c'est une petite procès qui, s'il sache la route, comment aller à des places où il y a des gens qui ne sachent rien, pour faire une évaluation, il faut savoir l'éducation. Alors pour passer dans des quartiers ou dans des villages où il n'y a pas d'éducation, pour entraîner les gens à travailler, il y a un tout petit procès, mais pas parmi un ministère. D'accord. Aussi qu'il s'agit là de tout un processus puisqu'on commence et certainement ça doit prendre un peu de temps. Aussi, on a remarqué que dernièrement, et dans le cadre des voyages du chef de l'État à l'étranger, les contacts qu'il essaie de faire, par exemple, on parle tout dernièrement le voyage pour le Japon, d'accord, ce déplacement, des contrats ont été signés avec le côté japonais justement pour ramener l'expérience ici en Égypte. Voilà, peut-être ce sont des pas il faut travailler un peu, attendre un peu plus pour qu'on puisse voir le fruit. Je veux retourner, vous en tant qu'élève active, vous travaillez dans le domaine des affaires, et normalement tous les spécialistes, la plupart de ceux qui travaillent, ceux qui importent peut-être, insistent sur le fait que c'était des mesures indispensables d'évaluer la livre égyptienne. Tous les économistes insistent sur ce point. Est-ce que vous trouvez que c'était le bon moment, son impact sur le quotidien, sur l'économie, surtout en général?
D'accord. Si on peut jamais comparer le système japonais avec le système égyptien. C'était une remarque concernant la formation et comment est-ce qu'on peut tirer profit de l'expérience. C'est trop difficile. C'est une autre culture. Je comprends. Mais regardez, madame, l'économie dépend sur les main-d'œuvre. D'accord. Les main-d'œuvre, tu commences à les entraîner à l'âge de 20 ans. C'est pas juste. D'accord. Alors, entraîner à travailler. Si tu cherches l'expérience japonaise, dès l'âge de 4 ans, on enseigne les enfants la valeur du travail. Et en plus, on additionne aussi des relations entre la valeur du travail avec la valeur religieuse. D'accord. En tout cas, au Japon, il y a plein de religions qu'on ne sache pas, mais toujours il y a une relation entre la valeur du travail et la valeur religieuse. D'accord. Ça se fait dès l'âge de 4 ans. Ici en Égypte, c'est tout à fait... Vous parlez de la formation, encore une fois, vous retournez sur le point concernant la formation. Est-ce qu'aussi aujourd'hui, on a assez de travail, mais les gens ne sont pas formés, ou on n'a pas assez... on a plein. Nous sommes... Parce qu'il y a le chômage. Lorsqu'on parle des investissements qu'on essaye d'attirer, des investissements justement pour aussi contribuer à freiner un petit peu le chômage et donner plus d'offres d'emploi sur le marché. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que la société égyptienne, seulement par la formation, c'est ça la seule, le seul moyen donc pour sortir de cette impasse? Mais bien sûr, parce que je vais vous dire quelque chose. L'idée du chômage, c'est parmi le monde. Parmi le monde, il y a un chômage dans beaucoup de pays. Alors, si tu cherches le chômage, les chômages en Égypte, c'est pourquoi? C'est à cause des gens qui ne sont pas même entraînés, on n'a pas reçu l'entraînement du travailler. On attend le bonhomme à faire finir ses éducations primaires ou préparatoires ou secondaires même, sans lui donner, comment je veux dire ça, sans lui donner la base du travail. D'accord. Qu'est-ce que c'est la base du travail? L'opération et la direction. On a plein ici de main-d'œuvre, mais on n'a pas plein de direction, on n'a pas de directeur. D'accord. Si tu es un bon directeur, tu vas opérer tous les gens qui se soient. Toujours, je trouve les pays comme les Chinois, les Thaïlande et même aussi en Égypte, ils sont riches avec les main-d'œuvre. D'accord. Mais tu as besoin seulement de la direction professionnelle. Avec une technique. Et le projet, en fait, on a besoin de projets. Parce non, on a plein de gens, maintenant, excusez-moi madame, il y a plein des usines ici en Égypte qui sont ou bien fermées, ou bien déplacées pour aller au Sénégal, ou aller à l'Inde, ou à la Philippines même, d'accord, seulement pour avoir des main-d'œuvre, d'accord. Parce qu'ici, les main-d'œuvre égyptiens, ils travaillent pour une semaine, mais ils ne continuent pas. Ils travaillent pour 2 mois, mais ils ne continuent pas. D'accord. Voilà. Certainement, on devait avoir un autre côté qui devait donc avoir peut-être des réponses. Mais je vous prie de nous permettre de prendre cet appel. Nous avons en ligne, en direct, M. Albert Tagnos, président de la Fondation France-Égypte. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Albert Tagnos. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation France-Égypte. Donc, on parle justement de ces dernières mesures prises par la Banque centrale égyptienne concernant la dévaluation de la livre égyptienne. Mais à part ça aussi, un point très important, c'est l'émission de certificats en euros, justement, à l'instar des certificats lancés en devises étrangères, le dollar par exemple, pour les Égyptiens, les expatriés égyptiens à l'étranger. Comment voyez-vous ces certificats, ces mesures en général? Écoutez, je commence par dire qu'il est regrettable que l'économie égyptienne passe par une période comme ça. Mais je peux rappeler aussi que il y a des cycles où il y a des passages plus difficiles que d'autres dans l'économie de chaque pays. Et que si on voit l'histoire
d'évaluation, soit de la livre égyptienne, soit des monnaies dans certains pays, on comprend mieux qu'on doit accepter ces dévalorisations. Voilà. Ça, c'est le premier point qui est très important. C'est parce que l'économie, c'est aussi de la psychologie. D'accord. Et normalement, la psychologie de chaque monnaie est une valeur importante qui peut s'ajouter ou qui se peut dévaloriser aussi par rapport à l'économie de chaque pays. Donc, il ne faut pas prendre mal la dévalorisation de la livre égyptienne. Concernant les autres points où on pense stimuler ou injecter des produits financiers pour que les Égyptiens à l'étranger puissent émettre en même temps de leur argent pour contribuer à dépasser cette période difficile, c'est certainement un devoir de chaque Égyptien et en même temps, c'est psychologiquement, ça rassure que les 8 ou 9 millions d'Égyptiens à l'étranger font partie de l'Égypte, des Égyptiens à l'intérieur de l'Égypte. On n'est qu'un seul peuple égyptien et on doit tous être unis dans des moments plus difficiles que d'autres. Mais je pense que l'idée d'émettre ce produit financier, à part qu'il va aider l'économie à l'intérieur de l'Égypte, ça peut aussi faire un autre lien, on dirait presque un cordon ombilical entre l'Égypte et la France, entre l'Égyptien à l'intérieur et l'Égyptien qui est à l'extérieur. Très bien. Donc, sur le plan psychologique, on devient de plus en plus attaché à sa patrie. Très bien. Monsieur Albert Agneau, c'est justement, si je vais m'arrêter sur ce point, est-ce que vous avez trouvé que les Égyptiens en France, très particulièrement, puisque vous êtes en France et vous êtes président de cette fondation France-Égypte, est-ce que vous avez trouvé que les Égyptiens en France ont été encouragés par ces mesures? Est-ce qu'ils ont été un petit peu... est-ce qu'ils vont acheter ces certificats d'épargne? Comment, dans vos milieux, quelle réaction avez-vous? Écoutez, pour le moment, je pense qu'il faut faire plus je ne veux pas dire le mot publicité, mais il faut qu'ils connaissent, les Égyptiens à l'étranger doivent être plus informés de ce qu'on fait en Égypte ici. J'ai l'impression ça n'a pas encore été, l'information n'a pas encore passé et qu'il faut faire plus d'efforts pour informer et dire qu'il y a un produit financier pour aider. C'est très touchant d'aider l'Égypte, mais en plus c'est un devoir. C'est normal, on a envie d'aider. Je pense que beaucoup des Égyptiens étrangers sont devenus, ils ont une satisfaction de leur état financier et économique, et que quelque chose comme ça peut les encourager à avoir un lien plus important. Très bien, ça c'est un point très, très important, faire connaître, bien connaître ce nouveau produit, je vous remercie, mais donc c'est vrai qu'il s'agit d'un devoir, comme vous venez de le mentionner, un lien, c'est tout certainement, mais il y a un point aussi très important qu'il s'agit là d'un profit ici, parce que si je ne me trompe pas, et selon les spécialistes qui en parlent, il n'y a pas assez de banques à l'étranger qui donnent un taux d'intérêt qui est équivalent à celui proposé par l'Égypte et par la Banque centrale égyptienne, si je ne me trompe pas. Ça, c'est aussi gagnant, si je ne me trompe pas. Oui, mais il faut aussi dire où on peut acheter. C'est très important d'avoir le lieu exact.
soit à Paris, soit à Marseille, soit à Lyon, dans les pays où il y a beaucoup de musiciens. C'est très important, pas de dire aussi qu'il y a un produit financier, mais c'est important de dire où est-ce qu'on peut l'acheter et comment le faire. Très bien. Oui, et comment Monsieur Albert Tagneus, président de la Fondation France-Égypte, merci beaucoup de vos précisions. Retour à vous, Madame Chéline, Dr Chéline Sebet. Donc, on continue peut-être sur le même point. C'est une mesure prise par la Banque centrale égyptienne. Encore une fois, je reviens, j'aimerais, puisque aussi vous travaillez dans le domaine des relations, des ressources humaines, quel impact ça doit avoir sur la psychologie en fait des citoyens? Mais bien sûr, psychologiquement, tout le monde était choqué. D'accord, c'était pas attendu? Non, du tout. Pas par la banque. On peut avoir une très grosse prix dans la rue, dans le système parallèle du bancaire. Mais par la banque, c'était choquant. Est-ce que vous, en tant que femme d'affaires et vous travaillez dans ce domaine, est-ce que vous trouvez que vous avez été affecté, le contraire? Bien sûr, tu as beaucoup de supplis. D'accord. Et tous tes supplis viennent de l'étranger, alors tu dois payer par dollar. On agit ici. C'est le cas de toute façon. Est-ce que ça n'a pas vraiment changé puisque c'était le dollar fourni par le marché parallèle, c'est ça ou non? Mais par la banque, c'était choquant. Tout le monde était choqué quand la banque décide que le prix soit tout à fait parallèle avec le marché parallèle de l'argent. C'était tout à fait choquant parce que à la fin, même si tu achètes l'euro, le dollar ou n'importe quelle finance, tu l'achètes n'importe où, toujours on a le prix de banque qu'on le respecte. D'accord? Alors si le prix de banque sera augmenté tout vite comme ça. C'était pas la même différence, plus ou moins, non? Mais d'accord, mais c'était le prix gouvernemental. Merci infiniment, Dr Chéline Sebet. Merci à vous. Que vous travaillez dans le domaine des affaires, une femme d'affaires, et vous êtes aussi spécialiste en ressources humaines. Merci beaucoup à vous. Éducation technique. Éducation technique. Par ressources humaines aussi, vous l'avez dit, mais il y a une grande relation. On fait l'éducation technique pour les préparer à travailler dans le marché. Très bien. Les gens adorent. Merci beaucoup à vous, Madame, Monsieur. Merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous. Nouvelle édition de Direct. Au revoir.